Mesdames et messieurs, de partout où vous nous recevez, merci d'être au rendez-vous dans ces géopolitiques sur Web Info Télévision. L'actualité internationale nous intéresse et comme vous le savez, elle est dominée par ce qui se passe au Venezuela, donc entre le Venezuela et les États-Unis. Donald Trump qui ne badine pas, en tout cas il faut qu'on le dise ainsi, les États-Unis ont mené des bombardements dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier à Caracas, la capitale du Venezuela. Le président vénézuélien a même été capturé et exfiltré du pays avec sa compagne. Le couple devra répondre d'accusations en lien avec le trafic des drogues. Incarcéré dans une prison de Brooklyn, Nicolas Maduro se verra signifier des charges retenues contre lui déjà ce lundi 5 janvier 2025 par un juge. Voilà la situation, mesdames et messieurs, avec beaucoup de précision, beaucoup de sorties médiatiques de Donald Trump après ses coups. Il a même affirmé hier dimanche que les États-Unis étaient désormais aux commandes du Venezuela. Une puissance d'effet sur le Venezuela ou même sur Nicolas Maduro après plusieurs avertissements de la part des Américains. Alors, on va donc faire les points avec Gaëtan Kombi, mesdames et messieurs, pour décrypter ces événements. En tout cas, c'est peut-être un monde qui tourne à rond, où on revoit les événements qu'on a vus depuis les débuts, juste au début des années 2000, et bien même avant cela. Encore les Américains, rappelez-vous Saddam Hussein, la France aussi, ou même l'OTAN contre Muammar Kadhafi en 2011. Voilà les événements qui se répètent. Un président d'un pays incarcéré par un autre pays. En tout cas, il faut justement vivre dans ce monde pendant cette période ou au 20e ou 21e siècle pour vivre ce genre d'événements. Gaëtan Kombi, bonjour. Bonjour Jenny, bonjour à tous les abonnés de Web Info Télévision. Qu'est-ce que ça représente? Un président, oui, les États-Unis, les Vénézuéliens, on sait tout ça, tout ce qui a précédé justement cette incarcération ou même cette exfiltration de Nicolas Maduro. Alors déjà, est-ce un monde aussi qui évolue ou soit on ne fait que s'adapter à la puissance, à la force en présence? Bon, si vous voulez, c'est trois messages passés par les États-Unis. Dans un premier temps, c'est un message de grandeur parce que vous savez, depuis la capitulation des Américains en Afghanistan, il s'est laissé planer un mythe selon lequel les Américains étaient un tout petit peu en chute libre face à la puissance de la Russie et la Chine. Donc aujourd'hui, avec cette capture du président vénézuélien par le président Trump, c'est un message de grandeur, une fois de plus passé par les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est un message passé au président du reste du monde, aux dirigeants du reste du monde, principalement les dirigeants d'ici. Là, je fais allusion aux dirigeants africains notamment. Le message voulu passer par les États-Unis, c'est de leur rappeler qu'ils doivent rester subordonnés à la puissance américaine plus qu'à n'importe quelle autre puissance. Est-ce qu'il y avait autant, permettez, est-ce qu'il y avait autant de dérives pour dire que voilà, c'est peut-être le moment pour les Américains de faire passer un message? C'est vrai, vous venez d'évoquer les cas avec les retraits de l'Afghanistan, mais déjà, l'Afrique, mais là, on ne sent pas quand même des résistances, comme c'était avec Maduro, ou même au niveau de la Colombie, le Mexique, tout ça. Mais en Afrique, on fait que c'est plié. À part les Burkina Faso, justement, les Mali et peut-être les Niger. Et justement, c'est ça. Voilà pourquoi la première personne qui s'en est réjouie, qui s'est réjouie de cet acte ignoble-là, c'est le président français Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que acte ignoble. Oui, acte ignoble. C'est ignoble. C'est ignoble que de voir un président d'un État souverain aller capturer, aller débusquer, aller capturer comme un rat un président d'un autre pays et venir l'enfermer et venir en faire son propre prisonnier politique dans son propre pays. C'est un acte ignoble. Le monde n'a jamais connu ça. La loi du plus fort vous dira le contraire. Autant sous Saddam Hussein, Saddam Hussein avait été capturé, il n'avait jamais été emprisonné aux États-Unis.
Et il n'y avait pas une telle publicité, un tel message de fierté de la part des Américains. Autant aussi, Kadhafi, on a vu en 2011 comment son cas avait été géré. Au moins, sous Kadhafi, il y avait eu au moins un mandat des Nations Unies. Là, c'est Trump qui se décide. Voilà, je pars au Venezuela, je capture le président Maduro et j'en fais mon propre prisonnier. Et j'en fais d'ailleurs un message de fierté au monde entier pour dire, voilà, moi je suis le plus fort du monde. Ça n'était jamais arrivé, ça. Voilà, peut-être c'est ce qui s'impose. Cette loi du plus fort. Les Américains qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent, les Russes qui font tout ce qu'ils veulent au niveau de l'Ukraine, l'Israël aussi dans les Moyen-Orient. Eh bien, c'est peut-être cette loi qui est en train de primer. Et justement, aujourd'hui, nous vivons en quelque sorte la loi du plus fort au monde. Et voilà pourquoi je dis souvent que le droit international n'existait pas. N'existait pas autant que l'ONU d'ailleurs n'existait pas. Le droit international, c'est un chiffon devant la boulimie de tous ces dirigeants dont le comportement n'est dicté que par la conquête et par la puissance. C'est le cas de Trump, c'est le cas de Poutine, c'est le cas aussi du régime chinois, du régime nord-coréen. Donc ces gens-là, ils nient toute existence du droit international. Donc aujourd'hui, il n'y a que les rapports de force, ne vous en faites pas. Lorsque les gens disent que voilà, l'ONU devrait intervenir, l'ONU devrait au moins s'interposer, mais l'ONU n'a ni moyen ni pouvoir de s'intervenir devant les pays qui... les grandes puissances, les grands contributeurs. Aujourd'hui, si les États-Unis se déchargent de l'ONU, on sait tout ce que ça peut représenter en termes de capacité contributive. Justement. Donc l'ONU n'a ni les pouvoirs ni les moyens de s'interposer face à cet appétit vorace des grandes puissances qui sont les États-Unis, la Chine, voilà, la Russie, qui sont devenus aujourd'hui maîtres du monde. Et donc, comme j'étais en train de dire que c'était le message passé par Trump, vous savez, Trump, c'est quelqu'un qui a toujours affirmé haut et fort que les États-Unis restaient la première puissance du monde. D'ailleurs, après avoir capturé Maduro, il s'est tout de suite félicité du fait que les États-Unis détenaient la meilleure armée du monde. Les États-Unis détenaient la plus grande réserve du pétrole au monde. Et donc, il fallait que les États-Unis puissent une nouvelle fois s'affirmer sur la scène internationale. Voilà pourquoi je dis que c'est un message passé autant aux dirigeants du CID qui commençaient à démontrer un certain brin de résistance. C'est le cas de dirigeants de l'Afrique de l'Ouest. La vague russe prenait déjà de l'ampleur en Afrique et on se disait peut-être que les Américains ont capitulé, les Américains on pensait, et d'ailleurs c'est ce que moi je continue à penser, que les Américains sont en quelque sorte en chute libre. Et c'est toujours le cas avec Donald Trump, où il va se rattraper. Oui, Donald Trump, vous savez, pour lui, d'ailleurs, c'est la dernière phrase de son fameux livre L'Amérique paralysée, redonner sa grandeur à l'Amérique. Lui, il revient aujourd'hui au pouvoir en disant que Joe Biden, son prédécesseur, a en quelque sorte fragilisé l'Amérique, notamment sur la scène internationale. Et donc, lui est venu redonner sa grandeur à l'Amérique. Pour redonner sa grandeur à l'Amérique, c'est développer d'abord, ou disons, remettre sur pied ces pouvoirs-là de dissuasion. Ce pouvoir-là, cette capacité-là des États-Unis à faire peur au monde entier. Aujourd'hui, moi, je n'ose même pas imaginer la réaction des dirigeants qui sont aujourd'hui à couteau tiré avec les Américains après avoir vu ce qui est l'essor de Maduro. Donc aujourd'hui, Donald Trump veut faire passer un message aux dirigeants du CID notamment, aux dirigeants africains, aux dirigeants même européens, pour certains dirigeants européens et des dirigeants sud-américains qui commençaient en quelque sorte à développer un brin de résistance face à toutes les menaces américaines. Et le message est clair. Les États-Unis sont toujours là. Lorsque les États-Unis veulent faire de toi leur proie, ça va arriver. Ça va arriver. Donc, c'est cette illusion-là, c'est soft power. Ces pouvoirs idéologiques, cette capacité-là de persuasion, disons de dissuasion que voulait faire passer Donald Trump. Parce que moi, je pense que s'il voulait la peau de Maduro, il pouvait le faire autrement. Sans en faire... Indirectement, il évoque aussi les aspects économiques. Parce qu'il a rappelé, oui, le Venezuela avec
les potentiels qu'il regorge, on parle des millions, 300 millions de barils de pétrole, c'est pas quand même quelque chose à négliger. Même les pays qu'on voit dans les Golfes n'ont pas justement cette capacité. Et les Américains aujourd'hui peuvent mettre, bon, on mis déjà leur main sur ces pétroles vénézuéliens. Donc c'est une question aussi d'intérêt. En Afrique, est-ce que vous voyez aussi les intérêts des Américains être menacés? Parce qu'on va en parler, hein, ça il faut quand même qu'on puisse le dire. L'Afrique face aussi à cette situation, les intérêts américains en Afrique, est-ce que vous voyez, vous le sentez aussi menacé comme c'est fait le cas au Venezuela? Parce que Donald Trump, lui, a senti quand même que les intérêts des Américains sont menacés et il fallait quand même intervenir pour ramener de l'ordre. Bon, déjà, oui, je pense que du fait de la nouvelle vague de contestation de ces fameux rapports Nord-Sud, Ouais. commencer à prendre de l'ampleur, notamment à partir de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, la Guinée. On a vu vraiment que les régimes qui sont venus, les régimes de putschistes, ont commencé à développer une certaine rhétorique de l'autonomie vis-à-vis du Nord. Et donc, à partir de ce moment-là, je ne connais pas exactement du point de vue géopolitique et géostratégique la puissance, disons, les intérêts des Américains en Afrique. Il y en a en République démocratique du Congo, il y a beaucoup d'entreprises américaines. On va en parler, mais en grande partie détenues par les Chinois. Ça aussi, c'est une réalité. Détenues par les Chinois. Et on a même, sur le plan géographique, si vous voyez, les espaces qu'on compte aussi laisser les Américains venir exploiter. Aujourd'hui, ces espaces sont occupés par les Chinois. Allez-y comprendre ce que ça peut faire aussi. Or, Trump est venu justement pour en finir avec la Chine. Ça sera difficile. Ça sera difficile étant donné la capacité chinoise également, ce que offre la Chine à plusieurs pays africains. Mais Trump est venu dans cette idée-là. La Chine est aussi intransigeante quand on parle de l'économie. C'est ça. Donc, et la Chine, la force de la Chine par rapport aux États-Unis, c'est que la Chine développe une certaine neutralité en ce qui concerne le politique intérieur des pays dans lesquels elle intervient. Est-ce une neutralité ou soit de la retenue? De la retenue qui résonne comme une neutralité. Tu peuvent avoir une partie peut-être qu'ils soutiennent, mais ils ne les font pas directement. De manière aussi ouverte. Tu ne verras jamais le régime chinois venir disons, ouvertement s'ingérer dans les affaires intérieures surtout quand il s'agit de la politique. C'est ça, donc du pays dans lesquels ils ont des intérêts. Justement. Voilà la principale force de la Chine, contrairement aux États-Unis. Les Chinois, eux, penchent plutôt du côté de la persuasion. Voilà. Les Américains, penchent plutôt du côté de la dissuasion, de la force. Oui. Vous devez faire ceci. Oui. Les Chinois, eux, viennent offrir quelque chose d'avantageux, vous voyez, aux dirigeants. Bon, bien sûr, avec beaucoup de poches de corruption, on sait comment les Chinois fonctionnent, mais eux sont vraiment dans la retenue du point de vue de la politique. Et donc, c'est ça. Mais les Américains, eux, sont vraiment dans la dissuasion. Et c'est cette dissuasion-là que porte aujourd'hui Donald Trump. Il est venu en disant... il incarne ça. Il est venu en disant que je veux redonner sa grandeur à l'Amérique. Joe Biden est resté apathique. On l'a vu que voilà, Joe Biden a été plutôt saboté dans la guerre en Ukraine face à Vladimir Poutine. C'est sous Joe Biden, une fois de plus, que voilà, toutes les capitulations de l'armée. Voilà, non, pas au Venezuela, en Afghanistan, c'est Joe Biden. Trump n'aurait jamais laissé passer ça. Et donc, il est venu pour redonner en quelque sorte cette grandeur à l'Amérique du point de vue de la géopolitique mondiale. Alors, sommet de se conformer, mesdames et messieurs, aux volontés de Washington. Ici, on évoque les cas de la vice-présidente Delcy Rodriguez, nommée présidente par intérim par la Cour suprême. C'est vrai, vice-présidente, mais tout d'un coup, après l'exfiltration de son titulaire, elle s'est rangée
justement dans la lignée des Américains pour ne pas aussi s'exposer, pour subir les mêmes sorts que le président Maduro. Alors déjà, les Américains, on peut dire, ont mis leur main sur le Venezuela. C'est eux qui dictent la marche à suivre. Tout ce qui va se passer là-bas, c'est justement sous les regards vigilants des Américains. Bref, c'est en quelque sorte une colonie américaine. Pour l'instant, parce qu'on ne sait pas même l'intérim comment elle sera. Les Américains ont beaucoup de colonies qui n'emportent pas les noms, malheureusement. Mais il y a beaucoup de colonies américaines. Il y a beaucoup de pays sur lesquels les États-Unis ont mis absolument leur grappin. Donc, le cas Venezuela, c'est un cas peut-être qui murmure le plus, mais il y a tant de pays sur lesquels les Américains ont déjà placé leur domination. Alors, concernant le cas de la vice-présidente, vous vous souviendrez que dans un premier temps, juste dans la foulée de la capture de Maduro, il avait condamné dans un premier temps cette capture. Après, son revirement est venu dans la foulée de la déclaration de la nouvelle menace de Donald Trump qui disait qu'il était prêt à en finir avec toute personne qui s'opposerait à ce que l'Amérique veut faire au Venezuela. Et du coup, elle a changé de rhétorique en disant qu'elle était maintenant prête à travailler de commun accord avec les Américains. Raison pour laquelle moi j'étais en train de vous dire que c'est un message fort passé par Donald Trump, un message de dissuasion, un message, c'est quasiment une intimidation. Les États-Unis sont toujours là. Oui, c'est quasiment une intimidation. C'est quasiment une intimidation, c'est quasiment du chantage international, de la politique internationale. Il a voulu faire passer un message selon lequel les États-Unis sont là et s'ils veulent votre peau, qui que vous soyez, ils vont y arriver. Voilà, alors en Afrique, Gaëtan Kombi, les intérêts des Américains ont ça quand même, là où ils sont beaucoup plus menacés, on l'a dit, c'est beaucoup plus dans les Sahel, non seulement les Américains, mais presque tout l'Occident. Alors en République démocratique du Congo, on vient fraîchement d'avoir un accord, donc les accords de Washington, comme on l'a dit, avec le Rwanda. À un certain moment, les belligérants n'ont pas respecté l'accord en question. Toujours des poches d'insécurité, des poches où on voit que ça crépite à tout instant, on peut vouloir avancer, on peut vouloir récupérer des entités. Alors, face à cette situation, est-ce cet avertissement, comme vous le dites, envoyé au Venezuela, dans le reste du monde, ne concerne pas aussi la République démocratique du Congo et le Rwanda? Parce que ça se dit, hein, dans les riz partout là-bas, à Goma, à Kinshasa, en République démocratique du Congo et même partout là où il y a une forte colonie congolaise, est-ce un message aussi lancé au niveau de la République démocratique du Congo, mais également au Rwanda, pour que, si une fois vous continuez encore à violer ce qu'on a nous-mêmes parrainé, on va intervenir et remettre de l'ordre? C'est un message passé à tout dirigeant d'un pays qui n'a pas de nuisances du point de vue militaire, qui n'a pas d'armes nucléaires. Si je parle de capacité de nuisance militaire, je fais directement allusion à l'arme nucléaire. Aujourd'hui, les seuls pays qui sont à l'abri de cette intimidation de Trump, ce sont des pays qui ont une arme nucléaire. La Russie, la Russie, la Corée, toutes ces puissances-là. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles les Américains en ont fini avec Kadhafi. Parce que Kadhafi commençait à développer la conception de l'arme nucléaire. Et donc, les États-Unis se sont donnés, après les attentats de World Trade Center en 2001, ils s'étaient donnés, comme mission d'en finir avec tous les dictateurs, encore plus tous les dictateurs qui commençaient à développer l'arme nucléaire. Il suffisait qu'ils aient la preuve que vous êtes en train de développer la conception de l'arme nucléaire pour qu'ils en finissent avec vous. C'est ce qui a fait aussi que Kadhafi puisse y passer. Et donc aujourd'hui, c'est un message passé à tout dirigeant du monde. Et j'ai exactement parlé des dirigeants du Sud, des dirigeants de l'Afrique notamment. Parce que moi, j'imagine, je n'ai pas été dans leur propre bureau, mais j'imagine que après l'annonce de la capture de Maduro par Donald Trump, sûrement qu'il y a eu plusieurs dirigeants africains appelés
qui se sont rués vers leur téléphone pour appeler Donald Trump et le féliciter. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je sais comment ça se passe. Bien que les mêmes dirigeants entretenaient des bonnes relations avec Maduro, avec le Venezuela. Justement, ils ont été cueillis par la peur et du coup, ils se sont empressés à aller féliciter le président Donald Trump. La première caniche, la caniche principale des États-Unis, c'est Macron lui-même. Vous avez vu comment il a réagi dans la foulée. Mais je viens de tomber sur... Attends, je préfère peut-être lire ça directement. Je viens de tomber sur une dépêche dans laquelle le président Macron déclare que la France n'approuve pas la méthode pour renverser Maduro. Il est en train de tenter un peu parce que son message... Dès le départ, il avait... oui, il avait salué. Il a salué. Il s'est même félicité de la mise à l'écart. Critiquant Maduro. Oui, de la mise à l'écart de celui qu'il traitait de dictateur sanguinaire, Maduro. Oui. Mais après, comme ça a généré un tollé insupportable au sein même de son propre pays, la France, parce que moi je vous dis sincèrement, cet acte, c'est un acte ignoble. C'est un acte ignoble. Un président d'un pays souverain s'est fait cueillir par un autre président. C'est Donald Trump. Ça veut dire tout ce qu'il développe comme rhétorique, tout ce qu'il développe aussi comme message ne se limite pas justement sur la bouche. Vous savez, ça passe aussi par les actes. Mais justement, pour corroborer ce que vous êtes en train de dire, et ces matérialismes-là des dirigeants du type Donald Trump, c'est que je me rappelle d'un livre intéressant, Alain Frenchon, je pense, qui était en train de développer, qui était en train d'étudier ces fameux rapports de force entre la Chine et les États-Unis. Il avait balancé une phrase très intéressante. La particularité des autocrates comme Donald Trump, c'est qu'ils font exactement ce qu'ils disent. Ce qu'ils promettent, ils le font. Si Donald Trump, à quelques heures de la capture de Maduro, avait dit que le jour de Maduro à la tête du Venezuela était compté, il était enclin à le faire. Et il l'a fait. Attention, donc, c'est ça la... Non, mais Cuba doit faire attention. C'est ça. Donc si aujourd'hui Donald Trump tient à faire une chose, et il le déclare, il le fera. C'est ça la particularité des autocrates. Et donc, lui ne restera pas seulement au mot. Et voilà pourquoi moi je pense que si la RDC, la situation de la RDC tient vraiment, Donald Trump il tient vraiment, il est capable d'imposer une paix à coups de marteau. Il est capable de dissuader toutes les parties. Ou écarter donc c'est là qui tout c'est là qui comme des gens qui viennent gêner justement les processus. Il est capable de les faire. Il est capable de les écarter. Il est capable de les faire. C'est les seuls, tel que je l'ai déjà dit ici sur ces plateaux, c'est les seuls, Donald Trump avec Vladimir Poutine, qui sont capables d'imposer la paix à coups de marteau partout au monde. S'ils le veulent, bien évidemment. Ouais, mais là, quand même, pour mais on sent que la Russie ne peut pas venir pour intervenir en faveur de Maduro. D'abord, lui, il est incarcéré aux États-Unis. Il faut quand même qu'on puisse le préciser. C'est ça. En plus, la Russie est concernée par plus important que Maduro. Est-ce que la question ukrainienne, la question iranienne, la Russie est déjà dans plusieurs affaires. Est-ce que la Russie elle a aussi des leçons à donner? Non. Tout comme les États-Unis n'auront plus des leçons à donner aux Russes. Mais déjà, les Américains n'ont pas de leçons à donner à qui que ce soit. Vous savez, les Américains ne se font pas respecter sur la scène internationale parce que voilà, c'est un pays de démocratie, c'est un pays qui ventile les bonnes mœurs. Faut-il rappeler qu'ils ont été les premiers à utiliser l'arme nucléaire. Et ils sont les seuls, d'ailleurs, jusqu'à maintenant, à avoir fait usage de l'arme nucléaire. Donc, de ce point de vue-là, ils n'ont aucune leçon à donner à qui que ce soit. Ils n'ont pas de leçons à donner, des leçons d'élégance politique, des leçons de, comment dirais-je, de crédibilité politique à donner à qui que ce soit. Les Américains se font plutôt respecter parce qu'ils ont une telle capacité dissuasive que si vous vous opposez à ce que eux ils veulent, mais ils vont vous détruire. En République démocratique. Donc ils font plus peur qu'ils n'imposent le respect. Voilà, il y a une différence quand même parce que c'est vrai, nous parlons de la RDC, nous parlons du Rwanda, mais je suis un peu délié la situation des deux pays
avec ce qui vient de se passer au Venezuela. Mais ici, il n'y a pas d'opposition quand même. On ne s'oppose pas à Donald Trump, que ce soit Kagame, que ce soit Tshisekedi, ils ne s'opposent pas quand même à Donald Trump. Ils viennent d'entériner un accord parrainé par qui? Donald Trump. Mais déjà, justement, moi je suis sûr que si aujourd'hui Donald Trump dit quiconque essaye de freiner ou d'enrayer même la matérialisation de cet accord de paix-là, je vais taper sur lui, vous verrez que automatiquement cet accord-là sera mis en œuvre. Oui. Voilà pourquoi moi je vous dis que Donald Trump a un intérêt un peu relatif. C'est pas un gros intérêt sur la situation à l'est de la République. Mais non, économiquement, c'est que ça représente, parce que c'est quelqu'un c'est un businessman, on le sait tous, et vous insistez sur le fait de mettre l'Amérique au devant de tout. Donald Trump, là où il voit les intérêts des Américains être menacés, il peut intervenir. Mais en République démocratique du Congo, il va gagner beaucoup. Beaucoup même. Est-ce que vous voyez Donald Trump Peut-être qu'il ne s'en rend pas encore compte. Peut-être qu'il ne s'en rend pas compte. Non, c'est possible. Là, c'est minimiser peut-être tout son entourage, toute son administration, parce qu'il a quand même des collaborateurs. C'est possible parce que moi, le connaissant, Donald Trump, il n'a aucune limite. Ouais. Il n'a aucune limite et il est prêt à aller chasser partout où se trouvent les intérêts des États-Unis d'Amérique. C'est ça son mandat. Et c'est ça son idéologie. Oui. L'American First. C'est comme ça qu'il l'Amérique en premier. L'Amérique en premier. Rien d'autre que les intérêts de l'Amérique. Et si aujourd'hui, ils ne s'investissent pas à 100% en République démocratique du Congo, c'est peut-être parce que... c'est peut-être parce que... Comment on appelle ça, les lithium, les cobalt, cuivre, je ne sais pas. Toutes les matières, justement, qu'on peut les trouver sur pour ceux-là qui ont fait les études de la chimie, les tableaux, la table des matières, tous ces éléments-là, on les retrouve en République démocratique du Congo. Et vous pensez que Donald Trump n'est pas au courant de tout ça pour foutre son nez justement dans tout ce qui se passe. D'ailleurs, il a dit avec beaucoup d'humour la dernière fois en disant que les dirigeants congolais étaient venus. S'il vous plaît, étaient venus lui proposer. Non, mais de l'humour. C'est quelqu'un déjà qui a un caractère ridiculisant. Oui. Donald Trump. C'est quelqu'un qui a un caractère ridiculisant. Bon, il est non seulement... C'est comme si vous minimisez ce qu'il dit, il est non seulement insolent, oui, politiquement incorrect, imprévisible aussi. Oui. Je suis, par ce que je venais de dire de l'humour, je suis en train de parler du politiquement incorrect. Comment ça? Politiquement incorrect, pourquoi? Parce que lui-même le clame. Lui-même les clame. Oui. Dans son livre, qui est les politiquement correct, ne l'intéresse pas du tout. Et que lui préfère plutôt le franc-parler. Et le franc-parler, c'est quoi? C'est tout ce que dit Donald Trump. Oui. Il s'en fout royalement de tous ces théoriciens qui disent que voilà, un chef de l'État. Voilà, il s'en fout complètement du langage diplomatique, de tous ces théoriciens qui disent non, un chef d'État ne doit pas dire ceci. C'est là, lui, il s'en fout royalement. Et donc, si Donald Trump veut quelque chose, il le dit ouvertement, concrètement. Et si vous venez devant lui comme les dirigeants congolais sont venus devant lui, en lui faisant des supplications pour qu'il vienne prendre les matières premières. Et lui, il le dit clairement, avec un ton plutôt ridiculisant. Oui. Parce que d'ailleurs, on avait balancé une vidéo ici sur Web Info Télévision devant ses pairs du parti républicain quand il était en train de dire que les dirigeants congolais étaient venus devant lui pour qu'ils viennent prendre des minerais du Congo. Le bradage que Mouyaya ne veut pas aujourd'hui tolérer. Oui. Alors, il s'agit exactement de ça. Donc moi, je pense que si Trump a des intérêts ici, en République démocratique du Congo, et que ces intérêts-là sont menacés, comme ce fut le cas du Venezuela, de la Libye, il peut intervenir. Il n'hésitera pas à intervenir. Alors, laissez-nous lire quand même quelques messages, parce que je vois les téléspectateurs nombreux en train de réagir. Je comprends justement que le sujet vous intéresse. Junior Moulaji depuis la ville de Likasi, qui fait un signe justement des villes. L'histoire
est cyclique. Les États-Unis ont commandé, non, les États-Unis ont commandé à Venezuela, tout comme les Français qui ont renversé Laurent Gbagbo pour être aux commandes en Côte d'Ivoire. Kagame, c'est les prochains. Estime Bank, Kagame est les prochains. Hendrik. On ne joue pas avec les... voilà, elle parlait justement de Donald Trump. Willy Ngoma libérait déjà les FARDC via CICR. Libère déjà les FARDC vers CICR. Hendrik Chiombo qui l'a dit. Les États-Unis viennent de démontrer leur couleur rouge des puissances. Kagame fait gaffe, tu vas regretter. Bon, c'est l'impression que plusieurs Congolais, certains Congolais pensent que les prochains, oui, c'est Kagame. Mais bon, je ne sais pas, peut-être vous allez placer un mot là-dessus. Est-ce qu'il faut toujours réfléchir dans ce sens, dire seulement que c'est Kagame, tout ça? On va en parler parce que comme ça fait débat, ça fait réagir plus d'un téléspectateurs, on va en parler. Kagame tremblote, vive Trump, l'homme fort. Nicolas Aboubeken Moussali, bonjour. Bonjour à vous, Nicolas. Merci justement à vous tous d'être là, en train de nous suivre. Nous sommes en direct justement sur Web Info. Gaïta Kombi, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire ou désigner directement les prochains? C'est la tendance, hein, avec quelques Congolais qui pensent que oui, Kagame, avec tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, mais il faut aussi préciser, les Rwandais restent aussi un allié et tout ce régime, que ce soit les démocrates, les républicains aux États-Unis, ils entretiennent quand même quelques relations. Je ne sais pas si avec Donald Trump, on peut s'attendre à quelque chose. Qu'on le dise quand même, est-ce que les Rwandais qui peut être les prochains ou la République démocratique du Congo, en parlant des violations, du non-respect des accords conclus à Washington, les 4 décembre dernier. Le prochain, c'est difficile aujourd'hui de les désigner exactement, mais le prochain, c'est celui qui s'opposera ou qui mettra en péril les intérêts des Américains. Oui. Est-ce que les Rwandais ou Paul Kagame met en péril aujourd'hui les intérêts des Américains? Jusque-là, pas. Avec la guerre qui se passe en République démocratique du Congo, n'est-il pas impliqué? Jusque-là, non, mais la guerre en République démocratique du Congo, les sorts des Congolais, les régimes congolais, est-ce que les Congolais souffrent, est-ce qu'il n'y a pas de démocratie, est-ce qu'il y a musulman de la liberté? Donald Trump s'en fout royalement. Justement. Il s'en fout royalement. D'ailleurs, il ne connaissait même pas les noms du président Tshisekedi. Il ne connaissait même pas l'articuler. Donc, il s'en fout royalement. Il se fout royalement de partout où il n'y a pas des intérêts des États-Unis d'Amérique. Ouais. Encore, il s'en fout encore plus si ces intérêts-là ne sont pas menacés. C'est ça. Donc, dès lors que la menace prochain pour les intérêts américains, la menace, Gaëtan, c'est quand il y a la guerre, c'est difficile de faire les business. Parce que les Américains veulent venir faire les business, selon ce qu'on nous explique, selon ce que les messages officiels des autorités à Kinshasa. On dit quoi? Les Américains sont prêts à venir investir en République démocratique du Congo. Mais là où il y a la guerre, là où on sait justement qu'il y a des poches d'insécurité, ne pensez-vous pas que c'est une menace pour les intérêts américains? Mais vous pensez que les Américains, c'est qui les intérêts, c'est la paix partout. Partout, il y a leurs intérêts. Moi, je les ai vus faire des affaires dans des ruines. Je les ai vus laisser des pays dans des ruines. Pas besoin de revenir sur l'après 2003 de l'Irak, après Saddam Hussein. Ouais. L'après 2011 de Kadhafi, de la Libye après Kadhafi. L'après, je ne sais pas quelle année, lorsqu'ils sont partis, une fois de plus, mettre en échec un dirigeant serbe, je pense Milosevic. Donc, il laisse des États en ruine pour qu'ils profitent, n'est-ce pas, de cette ruine-là et faire des bonnes affaires. Oui. Il arrive que à certains endroits, les Américains aient plus besoin du désordre que de l'ordre pour faire des affaires. Donc, si les désordres congolais fait bonne fortune aux Américains, rassurez-vous que Donald Trump n'a aucun intérêt que l'ordre revienne au Congo. Mais là où Tshisekedi est, facilement avec ce qui se passe avec Nicolas Maduro, il n'a rien quand même disons, il ne peut pas quand même s'inquiéter, rien ne peut aujourd'hui créer un sentiment aussi justement d'inconfort pour lui. Pourquoi? Parce que peut-être il est là,
il vient de conclure des accords bilatéraux, on n'en parlait pas assez avec les Américains. Là, ce serait le plan économique, mais également ces accords avec le Rwanda et les États-Unis, tout ça. Il peut quand même s'asseoir et dire, bah, je n'ai plus grand-chose à faire, moi je n'ai pas de problème, je ne suis pas dans la même lignée avec Maduro. Parce que peut-être qu'il ne représente aucun danger pour les intérêts des États-Unis. Voilà pourquoi, Donc, concernant votre question du prochain, je pense que le prochain, c'est quiconque lèvera son doigt, d'abord pour condamner. Pour condamner cet enlèvement de Maduro. Les secrétaires de l'ONU, ça pourrait être le premier. Pour son compte. Hein. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il a s'attaque à l'ONU? Oui, et qui c'est le secrétaire d'État, Marco Rubio, qui s'en fiche directement de tout ce que l'ONU peut dire. C'est pas intéressant. C'est ça. Donc, c'est ça le prochain. Ça sera justement un dirigeant d'une puissance non nucléaire qui essaiera d'élever son doigt. Le prochain, ça sera également quelqu'un qui ne respectera pas les dictats de l'Amérique, si c'est un dirigeant d'ici, bien évidemment. Oui. Et les prochains, ce sera aussi un dirigeant qui s'interposera partout où Donald Trump va faire des conquêtes. Très bien. Donc, c'est ça les prochains. Alors, on va terminer, mais lisons tout de même quelques commentaires. Alain Simon, président Fachi, pourquoi tu maintiens les généraux des brassages, mixages, des colonels, des capitaines, ce sont des Rwandais, Ougandais au sein de l'armée congolaise. C'est le moment, président Fachi, de les écarter. Et il les a écartés sur la ligne de front. Il les a écartés sur les lignes de front, on a tous vu les conséquences. Alors, voilà, Gaëtan, on va peut-être conclure, hein, parce que je vois, c'est quand même, je sens l'intérêt dans les chefs des téléspectateurs, des abonnés de Web Info. Pour conclure, c'est quoi aussi comment dire, au-delà de la physionomie, mais c'est que l'image du monde, avec ce que vient de faire Donald Trump, ce que fait Poutine en Ukraine, c'est que l'Israël fait dans le Moyen-Orient, parce qu'en parlant du Moyen-Orient, on a vu en Iran, on a vu même au Qatar, s'il vous plaît, Palestine, tous ces pays, l'Israël a essayé un peu d'imposer, justement, de faire quelques dictats là-bas. C'est quoi l'image du monde dans les jours qui vont suivre, dans les jours à venir? Quelle image vous, personnellement, vous voyez de ces mondes? Est-ce qu'on a besoin de gens comme Donald Trump en France, en Russie, au niveau de l'Angleterre, un premier ministre aussi pareil? Est-ce que c'est le type de dirigeants qu'on a besoin pour redresser finalement ce monde? Parce que le monde fait face aussi aux nombreux défis sécuritaires, climatiques, économiques. Les défis sont énormes. Est-ce qu'on a besoin de gens comme Donald Trump, ou soit Donald Trump, c'est quelqu'un qu'on doit vite conjuguer au passé? Son mandat qui prendra fin, je crois, en 2028. C'est d'ici là, espérons. Mais qu'est-ce que vous pensez? Espérons. Voilà. C'est pourquoi je dis espérons, parce que ça fait trembler non seulement les dirigeants, mais également quelques populations là où Trump fait trembler le monde aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'image? Quelle idée avez-vous du monde de demain? Je ne sais pas si je dois avouer que je suis l'homme le plus heureux du monde. Ouais. Du fait de ce qui vient de se passer, mais comme on le dit souvent, quelquefois le malheur est bon, et la situation qui est venue est une nouvelle fois venue me donner raison. Moi qui pense que, 1, l'ONU n'existait pas, 2, il n'existe aucune communauté internationale. Qui dit communauté internationale dit, c'est un concept creux, dit cette fiction-là qui fait que les États la loi dit plus fort. Développent. Non, mais il n'existait pas de communauté internationale. Parce que qui dit communauté internationale dit cette solidarité internationale entre les États. Aujourd'hui, on voit que ce qui vient d'arriver au Venezuela, c'est basé sur il y a que quelques 2 ou 3 pays qui ont essayé un peu de condamner, et pas à des proportions larges. Parce que c'est ça. Ça aurait été mieux, on condamne et on prend peut-être des mesures restrictives. On condamne en masse. Et on prend des mesures contre les intérêts américains. On condamne en masse. Oui. C'est ça. Comme on avait condamné, rappelez-vous des condamnations de la Russie. Contre la Russie. Pris même des mesures on a vu vraiment qu'il y a un sursaut. Un sursaut. Occidental, et même certains dirigeants apeurés africains qui avaient peur de fâcher Donald Trump et les Américains. Donc, 1, il n'y a pas d'ONU, 2, il n'y a pas de communauté internationale, et 3, le monde aujourd'hui
est en rééquilibrage. Rééquilibrage comment? Du fait qu'il n'y a pas l'ONU. L'ONU qui devrait être l'instrument international capable de réguler la vie sur la scène internationale. Il y a maintenant des États puissants qui commencent à vouloir instaurer une scène internationale unipolaire. Unipolaire comment? Une puissance au-dessus, c'était le cas des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Heureusement que la Russie est venue opposer un peu, opposer une résistance et opposer, disons, un équilibre des forces. La Chine aujourd'hui, du point de vue économique, oui. La Chine aujourd'hui, c'est l'argent. La Russie, c'est les biceps. Les États-Unis sont en quelque sorte, étaient en perte de vitesse sur la scène internationale. Et donc, aujourd'hui, il y a maintenant un affrontement froid entre ces trois puissances-là. La Chine met son argent en jeu. Les États-Unis mettent leur dissuasion en jeu et la Russie met sa puissance en jeu. Et du coup, c'est quoi le monde de demain? Le monde de demain sera fait de sorte que ces trois pays-là continueront à se livrer une guerre froide entre eux. Après, il y a aussi d'autres nations comme la Turquie qui commence aussi à sortir la tête, le Qatar aussi, où il y a énormément d'argent. Donc, et comme on le dit souvent, quand les grands se battent, ce sont les petits qui en pâtissent. Voilà. On termine avec ces mots. Merci à vous, Gaëtan Akombi, pour toutes ces analyses. Je crois que les téléspectateurs, ceux-là qui nous ont suivis dès le début, ont compris justement la logique. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui viennent en cours d'émission, commencent déjà à analyser sans pour autant justement tenir compte de tout ce qu'on a développé ici. Merci aussi à Thomas Zawadi, merci à toute l'équipe Web Info. Derrière cette réalisation, mesdames et messieurs, nous étions en direct. Soupé, vous allez suivre les journaux, vous allez suivre les sports, voilà, et d'autres rendez-vous, d'autres programmes, voilà, avec Web Info Télévision. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, commentez, partagez, aimez. C'est comme ça qu'on renforce justement cette communauté autour de l'information. Web Info, c'est nous. Merci, mesdames et messieurs.